verplichte maatregelen toelichten. Zoals ik ook al zei, op het einde van de infosessie houden we dan een Q&A, waarbij dat we dan alle vragen zullen beantwoorden. Nu, voor de nieuwe mensen onder jullie, of voor degenen die een kleine opfrissing nodig hebben, zal ik in de komende slides kort herhalen wat een bedrijfsvervoerplan of BVP juist is. Simon, est-ce que tu peux avancer? Oui, merci. Dus heel algemeen worden bedrijfsvervoerplannen eigenlijk aanzien als een middel waarmee dat we twee doelen willen bereiken in het Brussels gewest. Namelijk het verbeteren van de luchtkwaliteit door het verminderen van de milieu-impact van het verkeer dat uw bedrijf genereert. Maar langs de andere kant ook natuurlijk het verbeteren van de mobiliteit zelf door het verminderen van het verkeer en files op de wegen in het Brussels gewest. Wat betekent dat concreet? Concreet betekent dat we eigenlijk aan jullie bedrijven vragen om mee te denken en proactief te handelen om de impact op het milieu en het verkeer in Brussel te verminderen door duurzamere vervoerswijzen te promoten bij jullie werknemers. Wat ooit begon als een verplichting voor bedrijven met meer dan 200 werknemers, om een mobiliteitsdiagnose op te stellen, dat is ondertussen al geleden van 2004, werd doorheen de jaren uitgebreid met een actieplan dat moest uitgevoerd worden met verplichte maatregelen. En op den duur werd ook de drempel verlaagd van 200 naar 100 werknemers. De huidige wettelijke basis van deze bedrijfsvervoerplannen bevindt zich in het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing van 2013. En het besluit van bedrijfsvervoerplannen van 2017. Normaal gezien zou vorig jaar 2020 het jaar zijn geweest waarin dat een nieuwe cyclus zou starten van de bedrijfsvervoerplannen. Maar als gevolg van de COVID-crisis werd deze verplichting met een jaar uitgesteld, omdat er andere prioriteiten waren. Op dit moment is de toekomst nog altijd onzeker en kunnen we moeilijk zeggen wat er binnen dit en een jaar zal gebeuren. Maar desondanks heeft het gewest beslist eigenlijk om dit jaar de cyclus toch te starten en de BVP's te handhaven, om zo goed mogelijk eigenlijk de versoepelingsmaatregelen in de bedrijven te ondersteunen en voor te bereiden. En om eigenlijk ook van deze gelegenheid gebruik te maken om een duurzamer mobiliteitsgedrag te genereren. In het voorbije jaar hebben we natuurlijk niet stilgezeten en zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd om onder andere de plannen formulieren iets gestroomlijnder te maken en iets eenvoudiger om in te vullen. Er werden bepaalde maatregelen aangepast, zodat deze meer toegespitst zijn op de realiteit van vandaag. Maar hierover zullen mijn collega's nog verder uitweiden, verderop in de infosessie. Al deze veranderingen die zullen verschijnen in een nieuw besluit tot wijziging van het besluit van bedrijfsvervoerplannen, dat ondertussen de tweede lezing is gepasseerd en normaliter ergens in juni volgende maand zullen verschijnen. Nu, wat vragen we dan van de bedrijven? Het gaat natuurlijk niet enkel om te voorzien in faciliteiten en omkadering, zoals bijvoorbeeld een fietsenstalling te installeren of een paar fietsen te voorzien. Het gaat ook over het proces van gedragsverandering in gang te zetten, door te sensibiliseren en werknemers bewust te maken van welke invloed hun gedragingen heeft op de mobiliteit binnen Brussel. Hoe we dit precies proberen te bereiken, daar zullen we ook nog verder over praten in het komende uur. Welke invloed hebben de bedrijfsvervoerplannen eigenlijk op het gewest? Als we gaan kijken naar in 2017, waren er ongeveer 720.000 werknemers in Brussel te werk gesteld. Als we hieruit alle bedrijven gaan nemen met meer dan 100 werknemers op één site, komen we aan ongeveer 40% van alle werknemers die onder de BVP-verplichting vallen.
wat uiteindelijk toch wel een serieus aandeel is, waardoor we ook wel veel kunnen bereiken. Om welke bedrijven gaat het hier? Het gaat vooral over bedrijven in de tertiaire sector, zoals banken en verzekeringen. Maar het gaat evengoed over overheidsinstellingen, zowel op lokaal, regionaal of federaal vlak, of zelfs daarboven met de Europese Commissie. En verder zijn dan ook veel ziekenhuizen en universiteiten geïmpliceerd bij deze verplichting. Hier zien jullie een tabel met de evolutie van het modale aandeel van verschillende vervoersmiddelen over de jaren heen, van 2005 tot 2017. En daarin valt duidelijk op dat in 12 jaar tussen 2005 en 2017 het modale aandeel van de personenwagen in Brussel met 20% is gedaald, terwijl dat dit in andere gewesten quasi constant is gebleven, zoals in Vlaanderen, of zelfs lichtjes gestegen in Wallonië. Voor degenen die dieper in de cijfers willen duiken, kunnen jullie terecht op onze website, waar dat er een balans ter beschikking staat van de situatie 2017. Er is ook niet enkel een gewestelijke verplichting, maar ook een federale. Deze beperkt zich natuurlijk wel enkel tot een diagnostiek, maar deze diagnostiek kunnen jullie door dit aan te vinken in het formulier, kunnen je automatisch laten invullen met de gegevens die jullie hebben verkregen via de gewestelijke verplichting, dus met andere woorden met de bedrijfsvervoerplannen en enquête die jullie hebben laten uitvoeren bij jullie werknemers. En dan tenslotte nog een klein kaartje met een schematische voorstelling van het verschil eigenlijk tussen de gewestelijke en federale verplichting. Dan laat ik hierna het woord aan mijn collega Gaston, die dieper in zal gaan op de te volgen procedures en diagnostiek. Gaston? Oui, bonjour, merci Simon. Alors, il y a eu pas mal de... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Il y a eu pas mal de commentaires dans le chat sur le fait qu'on a commencé en néerlandais. Effectivement, on a fait une petite erreur. On n'a pas traduit les slides en français pour cette première partie. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous enverra après la présentation tout un slideshow en français, tout un slideshow en néerlandais. Comme ça, vous aurez l'entièreté de l'information dans les slides. Donc voilà, désolé pour ça, pour ceux qui n'ont pas tout compris. Je vais peut-être résumer brièvement les éléments principaux que mon collègue Simon a abordés. Donc, par rapport au fait qu'il y ait un nouvel arrêté qui soit en cours de passation au niveau de la législation, il est passé hier en deuxième lecture au gouvernement et donc il sera effectif d'ici le mois de juin. J'ai vu que dans le chat, on demandait si donc les changements qui étaient dans cet arrêté seraient pris en compte pour le P2 de cette année. Oui. Et donc, on va vous résumer dans la présentation d'aujourd'hui ces quelques changements qui sont pas énormes et donc ils seront bien pris en compte dans le P2 de cette année. Voilà, en gros, c'est ça. Je sais pas s'il y a d'autres éléments, Xavier, Simon, que j'aurais oublié. Non. Donc, effectivement, les changements qui sont apportés ici au niveau de l'arrêté sont relativement mineurs. Hein. On a travaillé sur un changement de l'arrêté, surtout parce qu'on devait intervenir au niveau de la définition des travailleurs, parce qu'on s'est rendu compte avec, avec le Covid, que le télétravail commençait à généraliser et que du coup, si on ne revoyait pas la définition des travailleurs, beaucoup d'entreprises n'allaient plus tomber sous le couvert du PDE. Or, on pense que la dynamique est bonne. Et on a profité effectivement par la suite pour faire des modifications sur certaines mesures pour mieux les expliquer et pour même en supprimer. Mais ça, ce sera donc expliqué par la suite. Voilà. Donc, mon collègue Simon vous a donc expliqué que c'est bien les entreprises de plus de 100 travailleurs sur un même site qui doivent réaliser un P2 à Bruxelles. Donc là, maintenant, je vais toucher quelques mots sur comment on calcule le nombre de travailleurs présents sur le site et les petites spécificités liées à cette année avec le contexte Corona. Donc, le calcul du nombre de travailleurs de base, en fait, il se base sur les élections sociales dans le secteur privé, donc c'est le même calcul, et dans le secteur public, c'est donc les statutaires et les contractuels en contrat
au 30 juin depuis une année complète. Maintenant, donc, il y a une subtilité qui s'ajoute à ça, c'est qu'on peut ne prendre en compte que les travailleurs réellement occupés, c'est-à-dire ceux qui se rendent vraiment sur le site en temps normal. Et ça permet donc à des sociétés qui en fait ont des travailleurs inscrits administrativement sur un site, mais qui en fait ne travaillent pas sur le site parce que, par exemple, ils sont détachés dans le secteur de la construction à des chantiers, dans le secteur du nettoyage, ils vont se rendre ailleurs. Ça permet à ces entreprises-là, donc, de ne pas devoir réaliser le PDE. Donc, la définition, effectivement, comme mon collègue Xavier le disait, elle va changer parce qu'il faut qu'on s'adapte au contexte Covid. Et comme on a vu dans le formulaire que vous avez rempli, donc je vais tout de suite regarder les résultats. Il semblerait donc qu'effectivement, après la crise Corona, donc qu'on va retrouver une situation, on va dire, normale, il va y avoir un changement par rapport à avant, c'est-à-dire que le télétravail va augmenter à 2 jours, voire 3 jours semaine dans beaucoup de cas. Donc on voit là que finalement le télétravail à 0 ou 1 jour semaine, ça va devenir marginal dans la plupart des secteurs. Et donc on va passer à la possibilité de monter à 2 jours, voire 3 jours de télétravail. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont dit qu'elles ne savaient pas encore. Donc ça veut dire que la stratégie du nombre de jours de télétravail après la crise sanitaire n'est pas encore définie. Et donc, il y a pas mal d'entreprises qui voient déjà assez clair aussi sur les changements qui vont être opérés à ce niveau-là après la crise. Donc, en fait, la nouvelle définition du nombre de travailleurs réellement occupés, c'est qu'en temps normal, ils se rendent sur le site au minimum 2 jours par semaine. C'est-à-dire qu'à partir de 2 jours par semaine sur le site, on le compte dans les travailleurs occupés. Donc, il faut préciser qu'on compte bien en nombre de travailleurs et pas en équivalent temps plein. Et que c'est bien les déplacements qui sont pris en compte. C'est-à-dire que si la personne se rend sur le site, même pour une partie de la journée, ça compte comme un déplacement de lieu de travail et donc elle rentre dans le cadre de la définition. Donc, par exemple, quelqu'un qui ferait du télétravail, qui serait à mi-temps et qui viendrait 5 demi-jours par semaine, bah, il se rend sur le site 5 jours, donc il fait 5 déplacements de lieu de travail. Alors, la petite subtilité par rapport à cette année, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail pour l'instant, évidemment, à temps plein lié au confinement. On ne sait pas encore exactement quelle sera la situation, comment la situation va évoluer dans les prochains mois. Il est probable donc qu'il y a un relâchement, on va dire qu'il y ait plus de flexibilité qui soit offert à partir de cet été. Et donc à la rentrée prochaine, les travailleurs pourront retourner au travail, probablement pas à temps plein, mais probablement 1 ou 2 jours par semaine. Donc on a encore peu de certitude par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, donc, c'est que nous, on devait se positionner comme on allait faire cette année par rapport au calcul des travailleurs. Et donc, tous les télétravailleurs à temps plein, qui sont pour l'instant chez eux et qui vont retourner au travail une fois au moins 2 jours par semaine, une fois que ce sera déconfiné, ben, ceux-là, ils doivent quand même être comptés cette année dans les travailleurs occupés pour le PDE. Par contre, si dans votre entreprise, il y a vraiment, si votre entreprise est vraiment à l'arrêt, donc en gros, il y a une partie du personnel qui est en chômage temporaire, qui ne travaille pas du tout, eh ben, ceux-là, en fait, du coup, peuvent être décomptés du PDE. Si le fait de décompter le chômage temporaire vous fait passer en dessous de la limitation de travailleurs, dès lors, vous pouvez nous envoyer un mail pour dire que, ben, pour ces raisons exceptionnelles, là, le PDE cette année, vous ne répondez pas aux conditions et éventuellement, vous ne le feriez pas. Voilà. Mais donc, c'est clair que dans le secteur tertiaire de bureau, la plupart des gens continuent à travailler en télétravail, donc on n'est pas dans cette situation. Alors, donc, à partir du moment où donc, vous vous inscrivez dans le contexte du PDE et donc vous êtes dans cette démarche, je vais faire un bref aperçu de la procédure, donc du processus dans lequel ça s'inscrit. Donc, le diagnostic est la première phase du PDE. C'est là où en fait on va récolter une série d'informations sur la façon dont les gens se déplacent. Alors, que ce soit, enfin ça je reviendrai après sur comment on va faire en contexte Corona. Mais pas que, donc aussi quels sont les parkings dans mon entreprise, etc., etc. Donc ça s'appelle le diagnostic. Et donc, historiquement, la date de début diagnostic, c'est le 30 juin, donc le 30 juin de cette année. Donc avant le 30 juin, j'y reviendrai, vous pouvez déjà vous préparer, mais logiquement, c'est à partir du 30 juin que vous commencez à collecter toutes ces informations. Une fois que toutes les informations sont collectées, il y a une phase d'analyse et c'est là que vous allez élaborer définitivement le plan et le passer en concertation dans votre entreprise pour validation. Et puis toutes ces informations devront donc nous parvenir dans le formulaire PDE électronique avant le 31 janvier 2022.
Ensuite, donc, il y a une période de 3 ans pendant laquelle vous allez mettre en œuvre toutes les mesures qui ont été prévues dans le plan d'action. Et ensuite, le processus itératif recommence. Alors, pour illustrer ça de manière un peu plus concrète, j'ai fait une proposition, un exemple de planning possible, donc d'ici le janvier 2022. Donc, par exemple, au mois de juin et déjà d'ici maintenant jusqu'au mois de juin, vous pouvez prendre en main un peu le dossier, vous connecter à la plateforme PDE pour voir vos anciens PDE, consulter le formulaire, le draft de formulaire qu'on va vous envoyer ici juste après la réunion pour voir toutes les informations que vous récoltez et commencer à récolter des informations pour le diagnostic, par exemple les informations sur le parking, sur la flotte, sur les mesures déjà en place dans votre entreprise. L'enquête mobilité, je vais y revenir juste après, mais si vous passez par une enquête mobilité pour vos travailleurs, on vous conseille de la faire cette année plutôt après la rentrée, puisque avant, probablement que on ne sera pas encore tout à fait déconfiné. Même en septembre, ce ne sera probablement pas complètement déconfiné, mais certainement que il y a beaucoup plus de chances que les déplacements domicile-travail reprennent légèrement à partir de cet été et à la rentrée prochaine. Donc, par exemple, mener l'enquête mobilité au mois de septembre, et donc tout le mois d'octobre pourrait être consacré à l'analyse des données et à la rédaction du plan d'action. Ensuite, donc, dans le planning là, j'ai compté 1 mois et demi pour la concertation en interne, donc par exemple présenter le PDE au syndicat, au conseil d'entreprise, etc. Donc ça dépend un peu de votre structure décisionnelle. Donc là, souvent, ça prend pas mal de temps dans les entreprises, chez nous y compris, on a cette expérience-là, et donc il vaut mieux prévoir une plage assez large, parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'on nous dit vers le mois de janvier, oui, mais j'ai pas encore, ça a pris plus de temps que prévu de passer tout ça en concertation, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui doit être prévu à l'avance. D'ailleurs, faire ce genre de planning, ça peut être très intéressant pour vous. Comme ça, vous pouvez déjà communiquer, par exemple, auprès de votre service com, pour lui dire dès maintenant, tiens, au mois de septembre, moi, je vais faire une enquête mobilité, donc mettez ça dans votre planning de com, et déjà déposer le point bien à l'avance au conseil d'entreprise, des choses comme ça, pour que ce soit pas fait en dernière minute. Et donc, si on suit ce planning, ben, il y a encore le temps, fin décembre, début janvier, de remplir le formulaire. Après, évidemment, les dernières remarques du conseil d'entreprise, par exemple, et donc d'envoyer le tout avant fin janvier. Alors, donc comme je disais, le formulaire, on va vous l'envoyer, on va vous mettre un lien dans le chat juste après la présentation, et on vous l'enverra de toute façon aussi par mail à tous les participants après. Donc cette année, évidemment, comme je le disais, la situation est particulière. Pour l'instant, en fait, dans le public des entreprises qui font des PDE, ben, la plupart des entreprises sont confinées ou semi-confinées, c'est-à-dire que les travailleurs la plupart sont en 100% télétravail. Il y a quand même des gens qui retournent travailler parce qu'ils doivent remplir des fonctions qui sont dans ces cases-là. Il y a aussi des entreprises, entre guillemets, qui fonctionnent à 100% pour l'instant, nécessairement les hôpitaux. Bon, peut-être qu'il y a une partie du service administratif qui est quand même en télétravail, ça je ne sais pas. Et puis il y a des entreprises qui fonctionnent quand même à moitié, donc il y a des services publics comme les communes, ça qui doivent quand même offrir des services aux citoyens qui fonctionnent à moitié en présentiel, etc., etc. Donc on a un peu un mix de situations et ça va continuer probablement même après l'été. Et donc, comme je disais, le mieux c'est quand même, je pense, d'attendre le mois de septembre pour réaliser l'enquête mobilité si vous en faites une. Alors, par rapport au diagnostic de cette année, on se doute bien qu'il va être différent de d'habitude. Et donc, c'est bien la situation au moment T qu'il va falloir décrire. On ne peut pas vraiment faire autrement. Donc, par exemple, si au moment où vous récoltez des informations après les vacances scolaires, il y a très très peu de déplacements professionnels ou très très peu de visiteurs puisqu'on est encore en contexte Corona, ces informations-là qu'il faudra mettre dans le diagnostic, on ne peut pas vraiment faire autrement. Pour l'enquête mobilité, si les travailleurs à ce moment-là sont encore en 100% télétravail, donc ne se déplacent pas du tout, une solution, c'est quand même de leur demander le dernier mode de déplacement qu'ils utilisaient donc avant la crise ou lors du déconfinement de cet été, si à ce moment-là, ils se déplaçaient sur le travail. Donc en fait, d'ailleurs, si vous utilisez notre outil d'enquête, dont je vais parler juste après, la question est très clairement posée de comment vous déplacez-vous vers votre lieu de travail en ce moment. Et si vous ne vous déplacez pas en ce moment,
décrivez la façon dont vous vous déplaciez avant la crise. Donc comme ça, vous pourrez quand même avoir un aperçu le plus précis possible de la façon dont se déplacent les gens, soit maintenant, soit juste avant la crise, qui est probablement la chose la plus proche de la réalité, même si ça pourrait changer en déconfinement. Mais voilà, donc le mieux, c'est quand même de pouvoir se baser là-dessus. Malgré tout, cette année, donc, au cas où on est encore 100% confiné après les vacances d'été, donc ça, c'est quand même un scénario qu'on éventualise. Mais dans ce cas-là, il se pourrait que vous vous disiez, moi, faire une enquête mobilité, ça n'a pas de sens. Si on est 100% confiné, ça n'a pas de sens. Donc, on a ajouté une case qui n'était pas avant, qui est le mode de déplacement aucun pour le mode principal. Au cas où on est 100% confiné encore après les vacances d'été et que donc personne ne se déplace dans votre entreprise, effectivement, dans ce cas-là, peut-être que vous ne voudriez pas faire une enquête mobilité et du coup, vous laisserez la possibilité de remplir cette case pour tous les travailleurs. Donc, pour l'instant, les travailleurs ne se déplacent pas. Ça, c'est un choix que vous pourrez faire, ou alors vous déciderez quand même de faire l'enquête mobilité en posant la question du dernier mode utilisé. Mais on ne va pas vous forcer à faire une enquête mobilité si on est 100% confiné après les vacances scolaires, après les grandes vacances. Alors, j'ai mis utiliser le champ remarque, effectivement, il y a quand même tous des champs remarques dans le formulaire, et je pense que cette année, c'est le moment ou jamais de préciser un peu qu'est-ce qu'il y a derrière les chiffres, pour qu'on comprenne bien voilà, comment vous avez calculé les choses dans le contexte actuel. Donc ça, c'est les grandes sections du diagnostic. Donc on pose des questions sur les horaires de travail, sur les déplacements domicile de travail, les déplacements professionnels, ceux des visiteurs, la flotte de véhicules, les parkings et toutes les mesures existantes. Donc là, on a repris dans la colonne de droite toutes les sources possibles pour ces différentes parties du diagnostic. À chaque fois, donc, j'ai mis entre parenthèses le petit BE. Ça veut dire que c'est des données qui peuvent être collectées via l'outil d'enquête mobilité qu'on met à votre disposition. Et donc, cet outil a l'avantage d'être connecté directement au formulaire PDF, c'est-à-dire qu'après, vous pourrez importer directement les données dans votre formulaire PDF. Alors, donc il y a deux moyens de collecter les informations pour savoir comment se déplace votre travailleur, soit faire une enquête mobilité, soit utiliser les données RH. Donc ici, je vous présente un petit comparatif de l'avantage des deux méthodes. Pour les données des ressources humaines, l'avantage c'est qu'on a l'information pour 100% des travailleurs. Alors que pour l'enquête mobilité, on n'atteint jamais évidemment un taux de réponse de 100%. RH, ça veut dire ressources humaines, donc human resources. Alors par contre, le problème souvent des données des ressources humaines, c'est qu'on n'a pas l'information pour tous les modes de déplacement. On a l'information souvent pour les transports en commun puisqu'il y a les remboursements des abonnements, parfois pour le vélo s'il y a la prime vélo. Mais souvent quand le travailleur se déplace avec un mode privé, voiture, moto, marche à pied par exemple, on ne peut pas faire la différence entre les deux. Parfois on peut, si on s'est encore croisé avec d'autres informations, mais c'est pas toujours possible. Alors qu'évidemment, avec l'enquête mobilité, il y a une finesse très importante sur quel mode est utilisé. Il y a aussi une finesse sur le mode d'approche et le mode final dans l'enquête mobilité. Donc, par exemple, le mode qu'on va utiliser pour aller à la gare ou qu'on va utiliser entre la gare et le site. Et parfois, c'est compliqué d'avoir ces modes-là si on n'utilise que les données des ressources humaines. Pour l'enquête mobilité, on pourra aussi poser une question sur le nombre de jours de télétravail et également, en ce moment, sur le nombre de jours de déplacement vers le site. D'ailleurs, c'est une question qu'on a rajoutée, nous, à notre enquête mobilité, donc que vous pouvez utiliser. Alors qu'avec les données RH, par exemple, je ne sais pas si en ce moment, vous savez dire exactement qui se déplace, qui fait combien de jours de télétravail. Donc, en tout cas, avec l'enquête mobilité, vous aurez la situation exacte au moment où vous la faites. Pour l'enquête mobilité, on peut aussi rajouter des questions supplémentaires. Si, par exemple, vous voulez poser des questions à vos travailleurs sur le plan d'action, sur quelles mesures ils voudraient qu'ils soient mises en place, etc. Donc, ça permet d'aller plus loin dans la réflexion. Et comme je disais, donc, cet outil est intégré au formulaire plan de déplacement. Donc, vous pourrez directement importer vos données vers le formulaire. Alors, donc, de ce diagnostic, vous pourrez tirer plusieurs outputs, notamment des cartes, et qui permettent de représenter donc comment se déplacent les travailleurs en fonction d'où ils viennent. Donc, ça, c'est très intéressant pour l'analyse des données. Et si vous utilisez un outil d'enquête, donc
sort aussi des benchmarking. Vous pouvez comparer les pourcentages qui sortent de votre enquête avec les pourcentages moyens, soit de l'ensemble de la région, soit de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Et donc, dans la plateforme PDE, vous pouvez aussi sortir des visuels qui comparent en fait les résultats de tous vos PDE depuis les premières introductions. Donc, par exemple, ici, depuis 2014, on peut observer comment la mobilité a évolué dans mon entreprise. Donc, ça, c'est le genre de choses qui permettent de faire des analyses assez fines et de pouvoir mesurer l'impact des mesures qui ont été prises et les mesures qui vont être prises par la suite. Alors, le processus d'introduction du formulaire. À partir du 30 juin, donc, le formulaire en ligne sera disponible. Donc, vous pourrez commencer le formulaire. Et donc, il devra nous être envoyé avant le 31 janvier 2022. Une fois qu'il est envoyé, donc la balle est entre nos mains. C'est pour ça que j'ai mis ça dans la colonne de droite avec le petit arbre au-dessus. Et donc, nous, on a 90 jours, soit pour déclarer le formulaire complet, soit pour le déclarer incomplet si on estime qu'il y a des éléments qui manquent, qui ne sont pas clairs. Une fois que donc si le formulaire est déclaré complet, ben on va dire que c'est accepté. Donc là, il n'y a plus qu'à mettre en œuvre les mesures qui avaient été planifiées. S'il est incomplet, vous avez à nouveau 30 jours pour nous renvoyer un formulaire corrigé. Et à ce moment-là, nous, on n'a plus que 30 jours pour vous répondre. Et donc ça, on peut faire des allers-retours. Tout ça se fait sur la plateforme PDF jusqu'à ce qu'en fait on déclare le formulaire complet. Normalement, il n'y a pas plus qu'un aller-retour pour déclarer un formulaire. On a 90 jours pour vous répondre parce qu'on reçoit 500 dossiers en même temps. On est une équipe qui fait 3 équivalents temps plein. Et donc, ça prend quand même du temps d'analyser tous les dossiers. Et donc, c'est pour ça que ça peut quand même prendre un peu de temps avant que vous obteniez une réponse. Ce sera donc pas plus que 3 mois. Alors, j'ai pas mal parlé de la plateforme des PDE. Donc, c'est le nouveau site. Donc, l'adresse, c'est pde.brussels. C'est là que se trouve le formulaire électronique. Et donc, vous pourrez consulter aussi vos anciens formulaires. Donc, l'avantage par rapport au système d'avant qui était sur Irisbox, c'est que l'identification est simplifiée. On ne passe plus par le module carte d'identité, etc. C'est maintenant un login mot de passe que vous pouvez travailler à plusieurs sur un même PDE. Et ça permet aussi donc d'avoir un bon transfert d'informations entre les personnes quand il y a un changement de coordinateur mobilité. On ne perd plus les anciens PDE. Donc, on a l'historique des dossiers. Comme j'avais dit, il est fusionné avec l'outil d'enquête en ligne. On peut pré-remplir une partie donc sur base de l'outil ou du fichier Excel des codes postaux si vous passez pas par notre outil d'enquête. Donc, comme je vous l'ai montré, il y a des visuels qui peuvent être exportés sous forme graphique qui vous permettent par exemple d'aller présenter les résultats à votre hiérarchie pour montrer un peu le P2 de manière un peu plus visuelle. Et donc, il y a aussi, vous pouvez suivre, une fois qu'on aura déclaré votre dossier complet, dès que vous nous enverrez les preuves que vous avez bien mis en œuvre les actions, nous, on pourra mettre à jour les actions dans la plateforme et vous pourrez directement voir où vous en êtes par rapport à toutes vos mesures obligatoires. Voilà, là, moi, j'ai fini pour ma présentation. Donc, j'ai pas pu regarder le chat pendant que je parlais. Je ne sais pas si Xavier, Simon, il y a des choses qu'on peut peut-être répondre maintenant. Non, tu as répondu à pas mal de questions en cours de route et nous, on essaye de répondre au maximum en live. Donc, voilà, on peut aller plus loin, je pense. Rien de bloquant. Ok. Voilà. Alors, Xavier, je te laisse la parole. Ouais, donc bonjour à tous. Moi, je vais vous parler des mesures obligatoires. Donc, selon le petit sondage qu'on a fait, donc, vous êtes 50-50, c'est-à-dire 50 qu'on pourrait étiqueter de personnes pro-PDE et une cinquantaine de nouveaux. Voilà, on va dire de nouveaux probablement dans la fonction, qui vont devoir remplir cette fonction. Donc, comme on l'a dit, donc, le plan de déplacement donc, se compose d'un diagnostic et d'un plan d'action. Au sein de ce plan d'action, on vous demande de prendre un certain nombre de mesures, et ici, on va parcourir ce qu'on appelle les mesures obligatoires. Ça veut dire qu'on demande en fait que il y a plein de mesures et il y en a d'autres qui vous devez les mettre en œuvre. Parmi ces mesures, effectivement, on a la personne de contact. On a une mesure obligatoire qui vous demande d'informer, de communiquer sur le plan de déplacement d'entreprise. On a une mesure de sensibilisation, donc vous devez organiser des actions de sensibilisation. Vous devez disposer d'un plan
donc qu'on appelle multimodal. Alors ici, dans la suite, on voit qu'il y a une des mesures qui est barrée, donc c'était la combinaison des transports publics avec le vélo et d'autres modes. C'était une mesure qui visait à favoriser donc, les transports publics, mais celle-ci disparaît avec la nouvelle mouture de l'arrêté donc, qui est passée en deuxième lecture hier, pour devenir la combinaison ou la substitution de la voiture de société. Ensuite, vous avez aussi pour obligation de disposer de parking vélo de qualité, donc qui est en suffisance. Alors, anciennement, dans le formulaire, on vous demandait de favoriser donc, les véhicules propres. Et donc, on vous demandait de collecter des infos sur l'éco-score et de bien informer sur l'éco-score. Ça, on va voir par la suite. Et vous avez une dernière mesure qui consiste à prévoir des mesures en cas de situation exceptionnelle. On va passer maintenant en vue toutes ces mesures ensemble. Donc, alors, au niveau de la personne de contact, qui doit être la personne de contact? Eh bien, donc, nous, on vous conseille, bien sûr, le coordinateur mobilité. Il est clair que l'arrêté ne définit pas que ça doit être le coordinateur mobilité, donc une personne de contact, des fois, est tout simplement une personne RH, et qui est le lien entre l'administration et l'entreprise, et des fois, ce n'est pas la personne, le coordinateur mobilité, mais il est préférable, effectivement, que ce soit le coordinateur mobilité qui fasse ça. On peut se demander quelle est la fonction alors du coordinateur mobilité. Là, le coordinateur mobilité au sein de l'entreprise, il a pour but d'élaborer le plan de déplacement, c'est-à-dire que lui qui va diriger le diagnostic, les analyses et fixer les objectifs de l'entreprise, qui va planifier et même coordonner les actions qui ont été prises au sein du plan pour pouvoir les mettre en œuvre. Il va se charger aussi de vérifier à ce que toutes les mesures obligatoires soient bien mises en œuvre. Et à la fin, il va aussi pouvoir évaluer les résultats du plan d'action. C'était lui aussi, lors de l'actualisation du plan, 3 ans après ce premier diagnostic, qui fera les résultats et qui pourra voir si les mesures prises ont été, on va dire, ont eu des impacts. Il est aussi en charge donc d'informer les travailleurs et de communiquer avec les différents intervenants. Alors, le coordinateur mobilité, vous allez me dire, nous on est nouveaux, parce qu'il y a pas mal de nouveaux, comment se former ou comment s'informer. Alors sachez que donc, à partir de septembre va redébuter donc, la formation donc, du coordinateur mobilité, donc, qui est une formation en 6 jours, qui se dispense en français pour les francophones et en néerlandais pour les néerlandophones. Bien sûr, les néerlandophones sont les bienvenus à la session en français s'ils le souhaitent, ou inversement, si des francophones veulent aller à la session en néerlandais, ils sont les bienvenus. Et donc, ça débutera en septembre avec, normalement, en parallèle, une session en français et une session en néerlandais. Et ces sessions continueront aussi l'année prochaine, à partir de janvier 2021. Donc, janvier 2022. Donc, septembre 2021, on lance les sessions et on aura un rythme de session comme ça qui se poursuivra. Alors, il y a aussi d'autres outils. Il y a la newsletter PDE à laquelle vous pouvez vous inscrire. Alors, on a aussi des webinaires. Donc, on a pris maintenant depuis juin de l'année passée l'habitude d'organiser des webinaires. Donc, qui sont, eux, effectivement, donc des webinaires qui sont donnés en parallèle en français et en néerlandais, donc des sessions distinctes. Donc, on a un de ces webinaires qui va s'organiser ici en juin. Donc, la date est le 10 juin, si mes souvenirs sont bons, et qui sera sur la thématique de comment sensibiliser vos travailleurs et relancer la dynamique du PDE avec leur tour du déconfinement. Et on a aussi le fameux salon sur le PDE qui s'organise annuellement en janvier. Donc, parmi les mesures obligatoires, on a parlé de la personne de contact, de ce qu'elle pouvait faire, comment s'informer, comment se former et comment aussi tenir le lien. Ensuite, on a l'obligation d'informer, de communiquer sur le plan de déplacement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que quand vous faites un plan de déplacement, on insiste auprès des entreprises pour que le plan soit connu au sein de l'entreprise. Et ça veut dire que quand le plan est fait, on vous demande de le communiquer. Qu'est-ce que vous devez au minimum communiquer dans ce plan? C'est ce qu'il en est sur la répartition des travailleurs selon le mode de transport. Donc ça veut dire la répartition modale de vos travailleurs, dire
on a 60% des travailleurs qui viennent en voiture, 30% qui viennent en vélo, 10% qui viennent en transport en commun. Vous allez me dire, la répartition que je vous donne est tout à fait farfelue, c'est exact. Mais les répartitions vont évoluer en fonction des endroits où vous êtes. Alors, comment diffuser votre PDE? Donc, aussi, vous allez devoir aussi dire ce que vous avez fixé comme objectif et vous allez aussi devoir préciser dans la communication que vous avez fait avec votre travailleur quelles sont les mesures qui sont existantes et celles que vous planifiez dans votre plan d'action. Après, bien sûr, ça, quand ça existe, il faut le diffuser. Et donc, beaucoup d'entreprises choisissent pour diffuser leur plan d'action soit de créer un onglet intranet, sur lequel elles expliquent tout ce qu'il en est. Et elles font aussi des affichages au VALF. Donc, il est aussi important de préciser que la personne de contact, et ça j'ai oublié de le dire en parlant de la personne de contact, doit être connue de tous les travailleurs. Et donc, c'est l'occasion, lorsque vous allez diffuser l'info sur votre PDE, de communiquer auprès des travailleurs pour dire ça, c'est la personne qui est la personne de contact pour Bruxelles Environnement et c'est aussi la personne de référence si vous avez des questions pour vos déplacements. Donc, ensuite, ça, c'était pour informer sur le PDE. Ensuite, on vous demande de sensibiliser. Donc, d'avoir des actions de sensibilisation. Et donc, ces actions de sensibilisation, elles sont un peu donc de tout genre. Ce qu'on rappelle souvent aux entreprises, qu'informer est une chose, et donc, si effectivement vous avez un intranet qui reprend toutes les rubriques mobilité et les horaires types et tout ça, c'est très bien, les règles, mais c'est de l'information. Sensibiliser, c'est ramener ces personnes vers l'information. Donc, c'est pour ça qu'une fois par an, on vous demande d'envisager de mettre en place des actions qui vont ramener les personnes vers l'information. Donc, on peut sensibiliser de façon assez simple en disant, tiens, ben, cette année, moi, j'ai pas beaucoup de temps parce qu'on sait que certains coordinateurs mobilité sont très pris, tout simplement en disant, ben, cette année, je ferai juste un mail que j'enverrai à l'occasion d'un événement qui marque en mobilité, par exemple la semaine de mobilité, pour rappeler ce qu'on fait au sein de l'entreprise et ce qu'il est, où ils vont trouver l'info sur notre site intranet. Et ça sera sensibilisé parce qu'à un moment, vous rappelez comment existe l'info et comment elle est disponible et ce qu'il est possible de faire au sein de l'entreprise. Il est possible de faire mieux. Dans certaines entreprises, on va impliquer le directeur général qui, lui, va prendre son vélo pendant une semaine. Dans d'autres entreprises, on va participer à une semaine vélo. Il y a aussi des actions de sensibilisation qui peuvent se calquer sur des propositions de la région. Chaque année, la région vous propose donc de participer à la semaine de la mobilité. N'hésitez pas à ce moment-là à vous dire, tiens, c'est la semaine de la mobilité, on prévoit en entreprise l'action de sensibilisation durant cette semaine-là et vous pourrez bénéficier à ce moment-là d'aide de Bruxelles Mobilité qui vous mettra à disposition des outils de com. Il y a d'autres projets qui existent, comme le Bike Project. Ça, c'est un projet d'accompagnement des entreprises pour basculer vers une politique vélo. C'est un accompagnement qui accompagne une dizaine d'entreprises par an sur base d'une sélection entreprise PDE. Et à ce moment-là, ça devient aussi une action de sensibilisation qui se fait au sein de l'entreprise. Vous pouvez aussi faire appel à des extérieurs comme ProVélo, qui lui, va pouvoir venir au sein de votre entreprise, mettre à disposition des vélos, donner des informations sur comment bien rouler en ville. Et ce sera aussi une action de sensibilisation. L'idée, c'est vraiment au minimum une fois par an, vous rappelez aux travailleurs et à tous les travailleurs comment il est possible de se déplacer autrement qu'avec la voiture individuelle. Et donc voilà, c'est vraiment, il y a un panel d'actions qu'il est possible de mettre en place et il est possible de faire simple et de faire compliqué. C'est selon vous et faites selon vos moyens. Et on voit ici qu'il y a une photo tout simplement avec une table et des prospectus qui est glissé. C'était pour montrer qu'effectivement, c'est une entreprise qui, le jour de la semaine de la mobilité, a tout simplement mis à disposition quelques goodies et le coordinateur mobilité était là pour un peu expliquer ce qui était possible de faire. On va maintenant passer à l'action, la mesure obligatoire suivante qui est vous devez disposer d'un plan multimodal. Donc, et vous devez effectivement, le mettre à disposition. Alors, qu'est-ce qu'un bon plan multimodal? Un bon plan multimodal
va répondre à la règle du CCL. Un bon plan multimodal doit être complet, il doit être concret et il doit être lisible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire complet? C'est-à-dire qu'il doit en fait vous donner des informations concernant les modalités de transport disponibles autour du site. Donc, c'est sont les lignes de bus, ce sont les stations de vélos partagés, ce sont les dispositions des parkings vélos, voitures, et s'il existe aussi des transports publics. C'est aussi une information sur comment est-ce qu'il est possible, au besoin de venir à l'entreprise par des chaînes de déplacement. Ça, certaines entreprises font ça. Concret, c'est-à-dire qu'il doit avoir un visuel cartographique qui s'accompagne d'un descriptif. Donc, il est des fois intéressant d'intégrer les temps de parcours. Lisible, ça veut dire qu'il doit être attractif et compréhensible de tous. On sait que certaines entreprises, par moment, travaillent avec des graphismes et on était des fois avec des plans qui étaient un peu difficiles à lire. Alors, on a aussi rajouté maintenant, parce que qu'en est-il, on peut se poser des outils cartographiques comme Google Maps et tout ça. Donc, ça, c'est une petite modif qu'on a fait au niveau de l'arrêté. C'est qu'on précise effectivement que l'utilisation, maintenant, c'était pas très clair les autres années, l'utilisation d'un outil cartographique en ligne est autorisée, mais pour autant que celui-ci identifie tous les moyens de transport disponibles, ce que fait un Google Maps, mais quand il est mis en ligne sur le site internet, il s'accompagne d'informations textuelles sur les modes de transport. Et donc, il dispatche un peu d'infos sur les bâtiments et les entrées. Parce qu'en fait, et il y a ici un exemple des cliniques Saint-Luc. Donc, j'ai pris l'exemple de la voiture. Je sais que j'aurais pu prendre les transports en commun. Le plan Google Maps s'accompagne à chaque fois d'un descriptif de ce qu'il est possible. Mais je n'ai pas pris les transports en commun parce que ça aurait pris trop de place sur les slides et je ne pouvais pas afficher le tout. Et donc, les cliniques Saint-Luc ici, en fait, pour chaque mode de déplacement, propose effectivement le plan Google Maps, mais surtout un descriptif qui permet très vite, en fait, aux gens qui vont être en contact avec ce plan de se rendre compte qu'au final, tiens, les transports en commun, c'est la ligne 80-30 qui m'intéresse. Ok, voilà, moi je suis plus. Et puis tout le monde n'est pas, on va dire, n'appréhende pas les cartes de la même façon, et à partir de là, ont plus de facilité à appréhender l'outil Google. Donc c'est vraiment une chose qu'on insiste, c'est si vous utilisez Google, accompagnez l'information Google Maps d'un langage textuel. Alors, vous avez aussi une obligation de diffuser ce plan d'accès multimodal. Et donc, comment est-ce que vous allez le diffuser? Nous, on vous conseille en tout cas de le mettre sur votre site Internet, et c'est d'ailleurs une obligation si vous avez un site Internet. Sachez à ce qu'il soit assez vite, on va dire, probable, localisable sur votre site Internet, parce que des fois, certaines entreprises, il faut chercher. Bon, si vous n'avez pas beaucoup de visiteurs, c'est moins important, mais un site comme les cliniques Saint-Luc, c'est quelque chose qui est important. N'hésitez pas à le mettre à disposition pour vos travailleurs aussi sur l'intranet. Et aussi, nous, ce qu'on conseille, c'est que le lien vers toutes ces informations d'accès peut se mettre aussi dans les signatures email de vos travailleurs quand ils ont des visiteurs. Et ils peuvent préciser, vous trouverez ci-dessous le lien vers toute l'info pour accéder, pour venir chez nous. Ne pas oublier non plus, quand vous organisez des colloques et tout ça, de joindre cette information. Ensuite, maintenant, on va vous parler de la combinaison de la voiture de société, donc avec la substitution à la voiture de société. Ici, je vais laisser la parole à Simon Dehouck pour vous parler de ce sujet-là. Simon, c'est à toi. Donc voilà, concernant cette mesure, merci Xavier. Dans le précédent PDE, cette mesure obligatoire consistait à mettre en œuvre minimum 2 des 6 petites mesures qui sont listées ici. On a voulu modifier cela. Donc on a commencé par supprimer la dernière, la 6e possibilité qui consistait au cofinancement des transports publics, puisque aucune entreprise ne l'avait mise en œuvre la dernière fois. Les autres, Gaston, tu peux cliquer. Ouais. Les 4 premières sont-elles déplacées vers d'autres endroits du PDE. Elles concernaient essentiellement la sensibilisation au transport en commun et les remboursements. C'était déjà repris à d'autres endroits. On trouve ça très important d'offrir un bon remboursement. C'est régi d'ailleurs par les statuts des entreprises ou bien les conventions collectives de travail. Donc pour nous, ce n'était pas nécessaire de l'imposer dans cette mesure précisément.
Et donc, il reste la cinquième mesure qui était la combinaison de la voiture de société avec d'autres moyens de transport en commun. On avait eu beaucoup de retours qui nous disaient que cette mesure était compliquée à mettre en œuvre et même à comprendre. C'est pourquoi nous l'avons simplifiée et elle remplace intégralement alors cette mesure obligatoire sur les transports en commun et le vélo. Je vais vous expliquer en quoi elle a été modifiée au slide suivant. Donc voilà. Le but reste exactement le même que lors de l'édition précédente du PDE, c'est de permettre aux gens qui ont une voiture de société de se rendre sur leur lieu de travail d'une autre manière, d'utiliser le transport en commun ou le vélo. Donc, et ce, dans le package qui est offert à la personne qui bénéficie d'une voiture de société. Donc, il n'est plus question de paquet mobilité comme dans l'obligation précédente. On a aussi supprimé la notion d'abonnement de transport en commun puisque c'était pas très flexible. On pourrait par exemple combiner la voiture de société avec des tickets individuels, un ride-lease. Une autre chose qui a été supprimée, c'était la notion d'obligation d'offrir un vélo en libre service. On trouvait ça un peu anecdotique, mais pour nous maintenant c'est devenu une option parmi d'autres pour offrir la possibilité à un travailleur de venir à vélo. Donc on peut offrir un vélo en leasing, on peut permettre l'achat d'un vélo par l'employé ou on peut mettre à disposition un abonnement de vélo en libre service. Il y a plusieurs manières d'arriver à ce but. Toute cette combinaison doit se faire dans le cadre du package salarial que vous offrez à vos employés. Dans un plan cafétéria ou un budget mobilité, le budget mobilité du fédéral, mais pas d'obligation de s'intégrer dans ce budget mobilité du fédéral, c'est trop contraignant pour vous. Le seuil pour offrir ce paquet, pour être soumis donc à cette mesure-là, reste le même. À partir de 10 travailleurs qui bénéficient d'une voiture de société dans votre entreprise, vous devez permettre aux personnes qui bénéficient de la voiture d'opter pour la combinaison avec les transports en commun ou le vélo. Je vais laisser... Ah ouais, encore une petite dernière chose avant de laisser la parole à mon collègue Xavier. Le facilitateur Mobility and Fleet peut vous aider à gérer cette flotte et mettre en place un budget mobilité. Donc n'hésitez pas à le contacter. On mettra l'adresse dans le chat si vous l'avez loupé ailleurs dans la présentation. Voilà, je rends la parole à Xavier pour la suite. Oui, donc je reprends le bâton de parole pour vous parler de la mesure obligatoire qui concerne les parkings vélos. Donc ça on l'a dit, le plan de déplacement le plan de déplacement a pour but de susciter un transfert modal aussi vers des modes plus durables et donc pour encourager cela, on impose effectivement de disposer de parking vélo. Donc il y a une règle de base pour les parkings vélos, savoir c'est pour qui, mais on dit pour les visiteurs et les travailleurs. Donc ça c'est vraiment important. La règle pour savoir combien d'emplacements vélo il faut installer, c'est la règle de base, c'est que le nombre d'emplacements vélo ne peut pas être inférieur au nombre de cyclistes qui rejoignent le site augmenté de 20% ou à 1/5 des emplacements en voiture loués ou en propriété. Donc, à cette règle-là, une dérogation peut être obtenue si effectivement on se rend compte qu'il y a des sociétés où il y a très peu de cyclistes et où il y a beaucoup plus de places de voitures. Donc, imaginons qu'on ait une société où on a 100 places voitures, il devrait donc réaliser 1/5 de places vélo, et on se rend compte que là, il faut faire donc 20 places vélo. Mais au sein de cette entreprise, le vélo n'est pas développé pour soit une raison assez simple, elle est située sur un beau gros pôle d'accès SNCB, et beaucoup de gens utilisent les transports en commun parce que au sein de cette entreprise, tout le monde vient hors de la région, et les Bruxellois peut-être utilisent très bien les transports en commun. Là, l'entreprise pourrait demander une dérogation en disant, voilà, est-ce qu'il est possible d'envisager de faire moins d'emplacements en vélo? Car nous, actuellement, on a 6 travailleurs et on doit en faire 20, ce sont des frais. Donc, on va vous dire, OK, normalement, la règle voudrait que ce soit 6 plus 20%, donc il faudrait à la grosse touche 8 emplacements. Mais si vous en faites, on va voir avec vous ce qu'il en est et comment encourager cela. Ça, c'est vraiment l'idée, c'est qu'il est possible de déroger, mais c'est sur base vraiment d'une justification.
Pour l'évaluation du nombre d'emplacements vélo que vous avez besoin donc sur site, vous pouvez vous baser sur l'enquête auprès de vos travailleurs. Vous pouvez voir le nombre de travailleurs qui viennent à vélo. Mais vous devez faire attention car on précise bien que c'est les travailleurs qui arrivent sur le site à vélo. Et par exemple, pour Bruxelles Environnement, pour notre entreprise, si on se contentait des travailleurs qui viennent en mode principal vélo, sur base de l'enquête, parce qu'on n'aurait pris que ces données-là, on serait en sous-effectif au niveau des parkings vélos, car on a 28% des travailleurs qui utilisent le vélo comme mode principal, mais on a à côté de ça 10% des travailleurs qui terminent leur trajet à vélo. C'est-à-dire qu'ils utilisent le train couplé à un vélo pliant et qui viennent sur place. Donc il faut vraiment faire attention à bien tenir compte aussi des cyclistes qui viendraient, qui termineraient le trajet. Donc sur leur trajet final. Ça dépend, vous devez en tant que coordinateur mobilité ressentir ça dans votre entreprise, savoir si effectivement c'est fort développé ou pas. Si c'est peu développé, le nombre de cyclistes principal vous permet d'avoir une bonne idée de ce que vous avez besoin, auquel vous rajoutez 20%. Une autre façon de procéder, c'est de s'assurer par des comptages qu'effectivement vous avez le nombre d'emplacements vélo et de s'assurer des besoins. Et dans ce cas-là, je vous conseille effectivement d'effectuer un comptage vélo en période de pic d'utilisation, ça veut dire la belle saison et hors période de vacances. Et c'est là que vous aurez aussi une idée de comment devrait être dimensionné votre parking vélo. Alors, très important aussi en termes de support, on le dit, on le répète, quel support choisir? On vous encourage fortement à utiliser des U inversés. Pourquoi? Parce que le U inversé est universel, il s'adapte à tous les types de vélos. Des systèmes à râtelier à sérialisation alternée sont effectivement autorisés, mais les systèmes pince-roue, eux, sont interdits. Alors, le système pince-roue, on en voit un sur le slide, c'est celui qui est barré d'une croix. Ça, c'est vraiment interdit. Alors, pour les travailleurs, il faut que, effectivement, en termes de caractéristiques, le parking vélo soit couvert et protégé des intempéries. Il faut éviter effectivement que ce soit situé à perpète par rapport aux accès des entrées. Il faut s'assurer que le cheminement jusqu'à ce parking vélo soit accessible et ne soit pas couvert d'embûches. Voilà. Mais il y a une chose qui est très importante et qu'on répète et qui est ici rajoutée sur le slide, c'est les achats. On vous rappelle qui est compétent pour évaluer la conformité de votre parking vélo. On vous rappelle que c'est nous. Et que nous, on est là pour vous aider. Donc, si vous travaillez avec un marchand de parking vélo qui vous dit c'est bon pour BE, allez-y, achetez. Non, ne signez pas. Venez d'abord chez nous avec ce que vous propose ce marchand vélo et on vous dira ce qu'il en est et on vous dira ce qu'il y a moyen de faire pour améliorer ou pas. Donc, n'hésitez pas, avant de signer quoi que ce soit dans de bonnes commandes d'achat de parking vélo, de revenir vers nous avec des plans et les descriptifs de ce qu'on vous comptez mettre en place. Et là, on vous donnera donc une réponse, on vous dira ce qu'il y a moyen de faire. Donc ça, c'est vraiment pour les parkings vélo, cette mesure obligatoire. Ensuite, on peut passer au slide suivant. Donc, excusez-moi, je suis là. C'était la mesure obligatoire qui disparaît. Donc, sur les mesures sur l'obligation de promouvoir l'éco-score et de faciliter. Pourquoi est-ce qu'elle disparaît? Parce qu'on a constaté effectivement que l'indicateur EcoScore, il est en application en fait finalement pour les entreprises que via l'arrêté PDE. Donc c'est la seule législation aujourd'hui, en tout cas dans votre obligation vos entreprises qui cite l'EcoScore. Il y a aussi l'arrêté exemplarité, mais ça c'est autre chose, ça j'en toucherai un mot à la fin des explications ici, donc pour les entreprises privées. On s'est aussi rendu compte que c'était finalement l'EcoScore avait un effet redondant finalement avec la mesure fédérale qui est basée strictement sur le CO2 et qui portait finalement à confusion avec au sein des entreprises. On ne savait pas très bien, tiens, c'est la norme CO2 qui est d'application et je suis bon, et puis on devait rappeler ce qu'était l'EcoScore. Et alors aussi, le problème de l'EcoScore, c'est que pour les véhicules donc neufs, il n'était pas disponible tout de suite, donc ce qui faisait des difficultés quand on avait des entreprises qui avaient des nouvelles voitures en commande. Et alors, on se rend compte aussi, donc, de facto, la volonté donc d'un moteur chic, donc des voitures plus propres, mais on s'entend entre guillemets,
car ces voitures électriques qui sont en train de se faire ont un impact certain aussi sur la qualité de l'air et l'environnement, eh ben, elle est en cours. Elle est en cours, pourquoi? Parce que la fiscalité, elle encourage, sur le CD, encourage déjà le basculement vers des véhicules plus légers et des véhicules électriques. Et on a aussi cette volonté annoncée par le fédéral que toutes les voitures de société de basculer, en tout cas, vers du 100% électrique d'ici 2026. Donc, la raison de continuer avec des EcoScore ne se justifiait plus. Donc, on a décidé de supprimer cette collecte d'infos et surtout cette obligation d'informer les travailleurs. Par contre, on insiste pour que, si vous avez encore des flottes, de continuer à réfléchir comment les gérer, comment privilégier effectivement les véhicules plutôt légers, car vaut mieux un électrique léger qu'un électrique lourd, de bien privilégier la combinaison de la voiture de société avec des autres membres, des autres modes de déplacement. Et surtout, n'oubliez pas qu'on a un facilitateur mobilitif qui est là pour vous aider à voir comment gérer vos flottes de voitures et aussi à vous aider pour la mise en place de tout ce qui est du paquet mobilité. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y avait à dire. Par contre, pour tout ce qui est entreprises publiques, donc locales et régionales, situées sur la région de Bruxelles, qui sont soumises à l'arrêté exemplarité, cette obligation ne saute pas, elle est maintenue et donc elles ont un suivi qui se fait à part avec Madame Néel Sergent ici au sein de BE. Elles sont tenues de continuer à remplir leurs déclarations, leur rapport annuel sur comment évolue la flotte et tout. Donc c'est vraiment toutes les entreprises qui sont privées et qui ne sont pas soumises à l'arrêté exemplarité bruxellois pour les entreprises locales qui n'ont plus d'obligations vis-à-vis de l'EcoScore. Ensuite, il y a la dernière mesure qui est que vous devez réfléchir à avoir un plan d'action en cas de pic de pollution, de grève, toutes ces mesures exceptionnelles qui ont un impact sur votre mobilité. Donc, on l'a vu ces derniers temps, les événements qu'on pensait ne pas arriver sont arrivés et ont eu des impacts effectivement sur la mobilité. Les entreprises ont dû très vite s'adapter. La première chose qui avait frappé les entreprises, c'était quand il y a eu des attentats. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec tous les transports en commun bloqués, plus de déplacements. Et là, les entreprises ont dû s'adapter. Et puis est arrivé quelque chose d'improbable, cette pandémie. Et là, on est tous basculés aussi assez vite dans des modes de télétravail. Et donc, c'est vraiment, on vous invite à réfléchir effectivement à ça dès maintenant. Et c'est déjà maintenant, je pense, dans le pipe pour toutes les entreprises. C'est de vous dire quelles sont les mesures, c'est d'identifier quelles mesures vous pourriez mettre en place, en fait, pour quand il y aurait des grands incidents. Elles vont du télétravail, cette mesure-là s'adaptera à toutes les situations exceptionnelles, que ce soit un pic de pollution, une grève, du mauvais temps, parce qu'on sait aussi que quand il y a de la neige qui tombe sur Bruxelles, même si on peut appeler de la neige on n'est pas habitué à ça et donc les voitures ne suivent pas et il y a des bouchons. Donc ça aussi, dire à ce moment-là, tiens, qu'est-ce qu'on va prendre comme mesure pour éviter que nos travailleurs se déplacent? Le télétravail, lui, va s'adapter à toutes ces mesures. Il y a aussi des travailleurs qui pourraient, quand il y a des problèmes comme ça de déplacement pour venir au boulot, s'ils sont à temps partiel, déplacer tout simplement le jour off. Donc s'ils ne travaillent pas le vendredi et que l'événement qui impacte la mobilité pour l'entreprise tombe le mercredi, si ça marche pour vous, ça marche pour eux, ils pourraient dire, moi, mon jour off du vendredi, je le déplace au mercredi, le jour de l'événement, et je viendrai travailler le mercredi. Et la promotion du covoiturage, du vélo et de la marche, ça compte plutôt pour les jours de grève de transport public ou les jours de pic de pollution. Des transferts vers des modes plus durables, tels que les transports publics, mais aussi l'usage du vélo. Ça, c'est vraiment tout ce qui peut s'insérer dans votre plan d'action en ce qui concerne les mesures à envisager. Après, vous pouvez être créatif. Il y a d'autres entreprises qui ont réfléchi à ça. Dans certains hôtels, en fait, quand il y a des soucis comme ça, s'il y a de la place dans les chambres, on propose aux travailleurs de rester une nuit, la nuit, de ne pas rentrer chez eux, de profiter d'une nuit en chambre d'hôtel, pour pouvoir reprendre le service le lendemain matin et ne pas être ennuyé par peut-être la grève ou les manifestations qui ont lieu pour les déplacements. Voilà donc pour l'ensemble des mesures obligatoires qui devront être validées.
Donc, à côté de ça, bien sûr, on a toujours, on maintient un accompagnement. Donc, au niveau de l'accompagnement, on a développé la plateforme PDE. Donc, ça, c'est nouveau. C'est quelque chose qui va vous aider à remplir plus facilement le formulaire. On a fait un upgrade de l'outil enquête. Ça, peut-être Gaston va peut-être vous en parler plus maintenant. Je propose que Gaston, tu prennes peut-être le relais. Oui, donc j'en ai déjà pas mal parlé dans ma partie, effectivement. Donc, par rapport aux améliorations qu'on a apportées cette année, il y a une question en plus sur les modes secondaires. Donc, en fait, c'est une réflexion qui nous a beaucoup été faite par le passé, qui était que, oui, c'est vrai, moi, je me déplace souvent en voiture, mais parfois, je prends le train ou inversement. Et donc, ça, c'était pas pris en compte pour l'instant dans l'enquête, et les gens trouvaient qu'il y avait une finesse d'information qui était perdue à ce niveau-là. Donc, il y a une question en plus sur les modes secondaires qui a été ajoutée. Et une question sur le télétravail ainsi que sur le nombre de jours de déplacement vers le site. Comme ça, on sait exactement qui se déplace, comment et à quelle fréquence. Ça, c'est intéressant aussi pour ce que tu disais, Xavier, qui est le taux de remplissage, par exemple, du parking. C'est plus suffisant de savoir il y a 20 cyclistes dans mon entreprise, il faut savoir il y a 20 cyclistes qui se déplacent à telle fréquence, connaître un peu le nombre de gens qui sont là en même temps. Même si c'est quand même le comptage qui est le comptage dans le parking qui reste la meilleure information. Mais par rapport aux autres points, voilà, ce slide-là, c'était pour illustrer qu'en plus de toutes les choses obligatoires qu'on vous demande, il y a quand même beaucoup d'accompagnement qui est offert. Je pense qu'on a à peu près tout évoqué dans nos présentations, mais donc on le rappelle. Les audits, c'est les visites qu'on peut venir faire chez vous pour vérifier la mise en place de vos mesures. Ça se reviendra plutôt après que vous ayez déposé vos plans. Le facilitateur, donc, il est là tout au long de l'édification du plan d'action pour vous aider dans la mise en place de vos politiques. Kergobike, je laisserai Simon Dehouk en toucher un mot quand j'aurai fini. Donc, The Bike Project, on a parlé, ça c'est une action qui vous permet d'emprunter des vélos électriques, des vélos cargo, des vélos pliables et les proposer à vos travailleurs en essai dans votre entreprise. La formation Mobility Manager, donc Xavier en avait parlé, c'est pour vous former au métier de Mobility Manager. On organisera encore plusieurs webinaires cette année, donc le prochain sera au mois de juin consacré, comme on l'a dit, aux actions de sensibilisation dans le cadre du déconfinement. Donc il y a les networking qui sont maintenus, probablement qu'en plus des webinaires, ça va maintenant se limiter à une fois par an le salon de la mobilité. Et la Bike Experience, donc il y a plusieurs campagnes qui sont proposées en plus de tout ça par la région, et ça c'est Bruxelles Mobilité qui s'en occupe, notamment la Bike Experience et la semaine de la mobilité, l'action au travail sans voiture. C'est un petit mot, Simon, sur Kergobike. Oui, Kergobike, c'est un projet de la région qui réunit pas mal de partenaires publics et privés et qui permet, en ce qui concerne les entreprises, de faire un test pour voir si le vélo cargo peut être intégré à la logistique d'une entreprise. Donc si vous avez besoin de plus d'infos à ce sujet-là, vous pouvez nous envoyer un petit mail à PDE BVP. A priori, une nouvelle session de test sera, un appel à candidature pour une nouvelle session de test sera organisé à la fin de l'année ici. Donc n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet-là si ça vous intéresse. Je ne sais pas si en ce qui concerne les mesures obligatoires, parce que moi je n'ai pas suivi le chat, est-ce qu'il y avait des questions qui revenaient Simon, Gaston, Simone? Il y a eu pas mal de questions. On a répondu. C'est très dur de suivre le chat, donc je ne sais pas s'il y a des questions particulières qui sont sorties. Peut-être que s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, les gens peuvent les reposer maintenant. De toute façon, ça a été suggéré dans le chat. On va prendre l'intégralité des questions qui ont été posées aujourd'hui et on fera une sorte de fac qu'on vous enverra comme avec la présentation après la formation. Comme ça, vous aurez réponse à toutes les questions qui n'auraient pas été répondues et même celles qui étaient répondues. Comme ça, vous pourrez reconsulter les réponses qu'on a apportées. Mais voilà, donc on a fini la présentation. Donc maintenant, on a encore un quart d'heure, je pense, pour répondre aux questions qui n'auraient pas été répondues. Donc là, n'hésitez pas donc aussi à consulter le site internet sur lequel il y a quand même pas mal d'informations de base et à nous poser toutes les questions après la formation
à l'adresse P2BP. Donc là, vous avez l'adresse générale P2BP qui est plutôt l'adresse qu'il faut utiliser de manière privilégiée, ou alors les adresses, nos adresses privées si vous voulez nous contacter en direct. Voilà. Okay. Tous nos services sont gratuits. Oui, tous les services de BE sont gratuits, sauf pour la formation. En fait, la formation des Mobility Managers, on demande en fait un investissement. Donc il y a une participation qui est demandée aux entreprises, car en fait, comme c'est 6 jours et qu'il y a des places un peu limitées, on veut s'assurer que les personnes participent jusqu'au bout. Et parce que voilà, si on se rend compte que des fois, quand des formations sont gratuites, les gens viennent et puis ne viennent pas. Et donc là, c'est vraiment comme c'est une formation de 6 jours, donc on demande une participation qui est quelque part assez minime. Hein. Je ne me rappelle plus des prix, ça, je dois vérifier, mais qui est là juste de se garantir qu'effectivement, il y a une participation qui va jusqu'au bout, que les gens ne viennent pas. Je veux dire, petite bloc, parce que c'est un groupe qui fonctionne et donc lors de cette formation, il y a vraiment une dynamique de groupe qui se crée et c'est important de la maintenir pendant les 6 jours de formation. Voilà. Donc ouais, on précisera dans les réponses après combien ça coûte exactement. Parce que moi je pensais que c'était gratuit, donc j'avais dit dans le chat que ça coûtait rien, je suis un peu désolé. Du coup, il y a quand même un coût. Il y a une question sur la flexibilité que Marie-Émilie souhaite offrir à ses employés. Donc, comment remplit-on le PDE quand on est flexible au niveau des moyens de déplacement? Gaston, est-ce que tu as une information? Disons que je pense que le mieux, c'est d'organiser une enquête mobilité et de demander aux gens comment ils se déplacent. Comme maintenant notre outil d'enquête introduit un peu cette notion de flexibilité, puisqu'on demande à la fois le mode principal, qui est le mode le plus souvent utilisé, et puis le mode secondaire, qui est on va dire le schéma de déplacement qu'on utiliserait de façon un peu moins fréquente, on peut obtenir cette information. Par contre, dans le PDE, c'est-à-dire si au niveau de l'enquête, on offre la question sur le mode secondaire, il n'est pas dans le formulaire PDE. C'est-à-dire que vous aurez le résultat de l'enquête, vous pourrez savoir les modes secondaires de vos travailleurs, mais on ne l'impose pas dans le formulaire PDE parce que, par exemple, ceux qui passent des données ressources humaines, eux, ils n'en ont aucune idée de ces modes secondaires. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais donc, dans le PDE, c'est plutôt le mode principal, donc le mode le plus souvent utilisé par chaque personne qui doit être introduit. Je pense que le mieux, c'est de passer par une enquête. D'ailleurs, il y a une autre question sur l'enquête, je remonte un peu plus haut. Est-ce qu'il faut chacun créer notre propre enquête? Donc, je ne sais pas si on parle du formulaire PDE ou de l'enquête mobilité pour les travailleurs. Donc, nous, on offre un outil qui permet de faire une enquête mobilité. C'est un outil qui est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous pouvez faire votre propre enquête mobilité de votre côté avec vos outils et vos questions si vous voulez. Vous pouvez utiliser les données ressources humaines. Donc, c'est quelque chose qu'on offre de façon facultative. Et oui, alors, c'est vous qui devez la créer. Mais en fait, toutes les questions sont préécrites. Donc, il ne faut pas que vous rédigiez les questions. Elles sont préécrites dans les 3 langues, français, néerlandais, anglais. Et par contre, vous pouvez rajouter des questions en plus dans cet outil d'enquête. Ça, c'est vous qui devrez les écrire. Si vous voulez rajouter des questions, c'est possible aussi. Voilà, c'est pour... Je vois qu'il y a encore une question sur les conséquences, pénalités, amendes pour les entreprises qui ne répondent pas à l'obligation PDE. Voilà. Alors, l'arrêté, et la loi actuelle ne prévoit pas de sanctions. C'est clair. Ça, on vous le dit chaque année, c'est que à l'heure actuelle, il n'y a pas de sanctions qui sont prévues pour les entreprises qui ne répondraient pas à l'obligation. Toutefois, voilà, nous, on est en train de discuter avec donc maintenant les cabinets pour essayer d'effectivement introduire la sanction, car une loi qui n'a pas de sanction, ne prévoit pas de sanction, n'a pas beaucoup de sens. C'était à l'origine une volonté du politique de ne pas mettre de sanctions. Voilà. Donc nous, on n'a pas beaucoup de moyens de pression, effectivement, pour que vous remplissiez, mais on compte surtout sur la bonne volonté. Mais il existe une petite subtilité qui s'est glissée dans les permis d'environnement au fil du temps, qui spécifie, en fait, qu'il y a une condition qui est glissée dans le permis d'environnement qui spécifie que l'entreprise est tenue de respecter ces conditions PDE si elle est soumise à l'obligation PDE. Et du coup, là, il y a moyen de travailler sur des sanctions, mais qui sont plus indirectes.
parce qu'il y aurait quelque sorte un non-respect du permis d'environnement. Et donc, dans ces cas-là, donc, le non-respect du permis d'environnement, ça va, si mes souvenirs sont bons, d'une amende qui peut aller de 62 € à 62 000 €. Voilà, c'est une amende administrative. Voilà, s'il y a un constat. Voilà pour les explications sur les conséquences et pénalités. Il y a une question sur pour inscrire la formation Mobility Manager, c'est à partir de quand, Xavier, que ce sera ouvert? C'est à partir de septembre. Normalement, cette formation s'organise en présentiel, mais en fonction de l'évolution de la pandémie, donc l'option virtuelle existe aussi. Donc, il y a une question sur l'outil enquête encore. Les télétravailleurs dont répondent aucun comme mode de déplacement ou leur mode de déplacement hors situation Covid. Donc, nous, dans notre outil d'enquête, on a fait le choix de demander si les travailleurs ne se déplacent pas pour l'instant, le mode de déplacement hors situation Covid. Car on pense que c'est quand même plus intéressant pour l'entreprise d'avoir des données sur la façon dont les gens se déplaçaient juste avant la crise que pas d'informations du tout. Et ça donnera la meilleure idée de comment s'adapter à la sortie de crise, d'avoir ces informations. Maintenant, comme je disais, si on est en situation 100% télétravail, vous pouvez aussi faire le choix de ne pas faire l'enquête mobilité et alors dans le formulaire d'utiliser la case « Aucun » pour les travailleurs qui ne se déplacent pas. Ça, c'est un choix qu'on vous laissera si jamais on est encore en 100% télétravail en septembre, quoi. Voilà, je passe encore d'autres questions du coup, les gars. Il y a une question sur le nombre de travailleurs de remise à mal. Donc pour le PDE, on ne comptabilise que les travailleurs qui se rendent sur l'implantation où il y a plus de 100 personnes, pour l'interrogation. Ceux sur une plus petite implantation de la région ne sont pas comptabilisés. Effectivement, donc s'il y a des petites implantations qui ne sont pas juste à côté d'un gros bâtiment ou d'un gros site, elles ne sont pas comptabilisées dans le PDE. Attention, si elles font plus de 30 employés, elles peuvent être comptabilisées pour le diagnostic fédéral. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Donc un site, c'est vraiment 100 employés sur un même endroit, un petit ensemble de bâtiments qui est situé dans un rayon très petit de quelques centaines de mètres. Pour ce qui est de la formation Mobility Manager, pour l'instant, les formulaires n'est pas encore ouverts. Hein, donc voilà, donc ça débutera en septembre, mais on doit encore organiser ça ici sur le mois de mai-juin qui viennent. Donc pas de souci à vous faire, vous serez avertis. Il y a quelqu'un qui demande des informations sur la taxe kilométrique, donc c'est Smart Move, j'imagine. Il y a déjà un site, je pense, un site internet qui donne une série d'informations sur le projet, mais c'est encore qu'au stade de projet et c'est vraiment encore en discussion entre les régions et au niveau politique. Donc, je pense que si on tape Smart Move sur un moteur de recherche, on doit tomber sur ce site. Et si je le trouve, je mets le lien dans le chat. Donc j'en profite pour passer à une question suivante de Benoît Darras sur la combinaison voiture-société, vélo-train, etc. Il demande si ça s'entend sur un même jour, un même trajet, ou bien d'un jour à l'autre. A priori, ça vise plutôt l'alternance d'un jour à l'autre. Mais on pourrait imaginer quelqu'un qui bénéficie d'un Brompton de société, un petit vélo pliant, et qui le met dans le coffre de sa voiture et qui va jusqu'à l'entrée à un parking de délestage et qui finit sa route à vélo. Donc on peut vraiment le voir sur des deux manières, quoi, d'un jour à l'autre ou sur le même trajet. La seule chose qu'on ne peut pas avoir, c'est une indemnité pour un même trajet et deux moyens de transport différents le même jour. Alors, ouais, ok, merci Simon. Donc, il y a plusieurs questions encore. Je pense qu'on va oublier des questions, enfin, on va pas les oublier après la formation, mais là, on va pas pouvoir tout y répondre parce qu'il y en a beaucoup. L'enquête fédérale, c'est pour les mêmes échéances que le PDE.
Donc c'est bien le 31 janvier 2000, enfin c'est les mêmes dates en fait, hein. Donc c'est à partir du 30 juin jusqu'au 31 janvier 2022, avec la deadline au même moment. Pouvons-nous répondre à l'enquête comme s'il n'y avait pas de confinement en précisant qu'actuellement 100% des employés sont en télétravail? Oui, donc ça c'est ce que je disais. Notamment, je pense que si vous utilisez les données des ressources humaines, ben, c'est comme ça que vous allez répondre à la question, c'est vous donnez les modes de transport comme s'il n'y avait pas de confinement, en précisant bien évidemment, par exemple, dans les remarques que pour l'instant les travailleurs ne se déplacent pas. Donc, une question, ai-je bien compris que lorsqu'il y a plus de 10 voitures de société, il y a obligation de trouver une combinaison avec d'autres moyens de déplacement? Ça a répondu ça, Simon? Oui, j'ai dit Ah oui, que c'était pardon, bien ça. excuse-moi. Oui, voilà. Et donc, en dessous, il n'y a pas l'obligation, du coup. Ouais. Et donc, oui, c'est bien utile de répondre au PDE si vous êtes concerné, même si vous faites partie du secteur automobile. J'imagine que, du coup, vos travailleurs ont beaucoup de voitures de société, mais il y a quand même des possibilités de, par exemple, de budget mobilité qui peut être mis en place ou des choses comme ça. Il y a une question sur qui désigne-t-on comme coordinateur mobilité en général dans les entreprises? Est-ce que c'est quelqu'un de RH, des ressources humaines, ou bien plus large? Euh, donc ça peut Ça, être quelqu'un des ressources humaines. Xavier, vas-y, si tu penses. Ouais, donc en général, c'est assez vaste, hein. Pendant tout un temps, c'était souvent le conseiller en prévention qui prenait ce rôle-là. Avec l'évolution, on est passé sur le fleet manager. Après, c'est une personne RH. C'est vraiment quelque chose qui en fonction des entreprises varie, quoi. Mais ce qui était important, je pense, et clairement, c'est de trouver quelqu'un de motivé dans la fonction. Ça c'est clair qu'on peut voir dans certaines entreprises où quand on a quelqu'un qui n'est pas motivé par la fonction, ben c'est pas ça gagne pas non plus en intérêt. Et ça ça se trouve dans les entreprises. Quitte à aller chercher quelqu'un qui n'est peut-être pas spécialement RH ou dans un secteur plus on va dire plus de gestion du personnel, qui pourrait effectivement avoir la motivation de faire quelque chose de bien. Mais c'est vraiment voilà, on n'a pas de profil type. On a surtout des personnes qui tombent dedans parce qu'ils n'ont pas eu le choix, ou d'autres qui tombent dedans parce qu'elles ont envie de le faire, quoi. Mais vraiment chercher quelqu'un de motivé. Voilà. Encore une question importante sur les consultants. Sont-ils à prendre dans l'enquête ou à compter dans le seuil des 100 travailleurs, Gaston? Non, alors ça c'est pas, a priori ils sont pas comptés dans le seuil des 100 travailleurs. Après, ils peuvent être intégrés au PDE si c'est une volonté de l'entreprise, quoi. Donc, si l'entreprise se dit, moi je veux intégrer les consultants parce que c'est quand même une grosse part de mon fonctionnement, ils peuvent, mais c'est pas obligatoire en fait. Donc dans le formulaire, on demande bien le nombre de travailleurs internes occupés, le nombre de travailleurs externes, et parmi ces travailleurs externes, ceux qui sont intégrés ou pas. Donc en fait, vous pouvez dire, voilà, moi j'ai 100 consultants, mais je ne les ai pas intégrés au PDE. Voilà, c'est pas une obligation. C'est une possibilité. Je vois que donc il y a encore des questions sur et du coup on ne doit pas par intégrer au PDE, Gaston. intégrer dans les chiffres, quoi. Donc par exemple, dire voilà, moi j'ai 500 travailleurs internes, 100 travailleurs externes. Du coup, tous les chiffres que je vais donner après, ça compte sur 600 travailleurs et pas 500, quoi. C'est ça que je voulais dire. Oui, les actions de sensibilisation peuvent être aussi dirigées vers les consultants. Ça, de toute façon, ça veut dire ça, mais ça ne, voilà, c'est toujours possible. Et quand le coordinateur mobilité est un consultant, Gaston, comment on fait? Est-ce que c'est une mise en abîme? C'est une mise en abîme, ça on peut pas. Et du coup, enfin, il y a quelqu'un qui fait une réflexion sur le fait que, alors du coup, on ne doit pas attendre septembre pour faire l'enquête, vu qu'on risque d'être de toute façon en 100% télétravail en septembre. On vous empêche pas de faire l'enquête avant. Alors peut-être que je suis un peu optimiste en pensant qu'on sera partiellement déconfiné après les grandes vacances. J'ai quand même tendance à penser, enfin, on a quand même des éléments qui montreraient que oui, l'année passée, on était déconfiné en septembre, partiellement, pas dans toutes les entreprises, je sais. Donc, ça reste une possibilité quand même qu'il y ait le déconfinement. Donc, c'est pour ça qu'on trouvait ça plus judicieux d'attendre septembre au cas où. Maintenant, si vous pensez vraiment que c'est vraiment nécessaire dans votre timing de le faire avant les grandes vacances, ben, alors
faites ainsi. Et alors, pour l'enquête, le taux de réponse minimal qu'on demande, c'est 50%. Donc normal. Ah ben voilà, je vois que ça a déjà été répondu. C'est arrivé que ce soit un peu en dessous et qu'on accepte quand même, mais alors il faut vraiment que vous nous montriez que vous avez fait plusieurs rappels, que voilà, que vous avez vraiment mis en place tout ce qui était possible pour atteindre le maximum de taux de réponse et que malgré tout ça, vous n'ayez pas pu atteindre 50%. Mais normalement, si on déploie suffisamment de com et de rappels, les 50% sont atteignables. Ja, misschien een laatste vraag voor Simon over de externen. Externe, wacht hoor. Ah ja, dus die moeten meegeteld worden. Dus iedereen dat op de site werkt, die wordt meegeteld voor de enquête. On nous demande si le coordinateur de mobilité peut être un consultant. Bien sûr. Oui. On rigolait sur la mise en avril tout à l'heure, la mise en abîme, mais le coordinateur mobilité peut être un externe, sans problème. Si vous avez besoin d'une expertise ou si vous n'avez pas les ressources humaines pour le faire, vous pouvez externaliser la fonction. Voilà, je propose qu'on clôture tout doucement ce webinaire. Merci pour votre participation. On s'excuse pour la difficulté de suivre parfois en néerlandais ou en français. On en tiendra compte dans les prochains webinaires. À vrai dire, on n'attendait pas autant de participants. Apparemment, la formule web suscite encore plus d'intérêt que la formule en présentiel d'habitude. Voilà, on en est conscient et on s'améliorera. Klein woord in het Nederlands, Simon? Ja, bedankt om deze sessie mee te volgen en inderdaad onze excuses voor het gebrek aan 100% tweetaligheid. Dat is altijd iets dat in Brussel een beetje gecompliceerd is. Maar we zullen eraan werken voor de volgende keer en er zeker rekening mee houden om de volgende sessies meer tweetalig te voorzien. Nog eens bedankt voor jullie aandacht en we zien jullie of horen jullie wel binnenkort. En veel succes alleszins al met de enquêtes te starten en in te vullen. Prettige dag nog.